te lance. Salut et merci Elisabeth. Donc bonjour à toutes et tous. On va commencer donc l'année 2026 avec les thèmes donc, que j'ai remis dans le chat. On a 3 séquences sur la première, l'offre de formation avec Guillaume Cuny. La deuxième, les actualités statutaires, et il y en a quand même pas mal par petits morceaux, avec Sandy et Séverine au niveau des carrières. Et ensuite, une nouvelle séquence sur la PSC, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'une loi a été votée. Et oui, le Parlement vote des lois. Il en a voté une récemment sur la PSC, sur la PSC, la protection sociale complémentaire. Donc on fera un petit point. Il y a aussi de l'actualité sur la médecine, en particulier sur les modifications de fréquence de visite. Et là aussi, Charline vous en parlera. Et je terminerai aussi par les différentes actualités, quelques points ou rappels. Guillaume, on peut commencer par toi si tu veux. Tu peux commencer à Ouais. partager le document. Le CDG 88 est organisme de formation certifié Calliope, renouvelé récemment. Dis-nous en fait quel est le programme pour 2026. Alors pour 2000, bonjour à tous déjà pour commencer. Donc pour 2026, voilà, il y a un nouveau catalogue de formation qui est sorti. On fonctionne toujours par semestre aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si Frédéric, vous voyez bien mon écran. Oui, pas de souci. Ouais, Ouais, on le voit super. bien, pas de souci. Génial. Donc, on a le nouveau catalogue qui est sorti. Vous avez dû recevoir du coup des mails de la part du CDG dans ce sens. Juste pour rappel, au niveau du fonctionnement, vous retrouvez toutes nos formations par rapport à des items bien spécifiques, donc item RH, item SST, item organisation, management. Donc, n'hésitez pas à aller sur le CDG 88 pour vraiment retrouver toutes nos actions de formation qui sont directement en ligne pour vous montrer très rapidement comment ça se passe. Donc, vous avez un onglet qui est se former avec le CDG. Hop, on arrive sur cette interface-là. Si par exemple vous souhaitez une formation RH, vous avez deux possibilités, soit les dates qui sont déjà fixées par rapport à des thématiques. Donc si par exemple je clique sur nos dates juste ici, vous avez les différentes thématiques sur les 6 prochains mois. Voilà. Mais aussi, autre possibilité, vous avez accès à notre catalogue dans sa globalité et vous pouvez aussi faire des demandes de formation sur des items qui vous intéresseraient. Voilà, on regroupe, nous, les différents besoins des collectivités. L'idée, c'est qu'on recrée des dates de formation spécifiques, exclusives aussi, en fonction des besoins de nos collectivités. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le CDG pour aller voir les dates qui sont planifiées et pour faire vos demandes de besoins en formation. Ça, c'est la première chose. Pour l'année 2025, voilà, ça a été plus de 333 agents formés avec une satisfaction, on approche les 90%. Je vais en profiter aussi de ce petit temps que j'ai sur la formation pour vous parler des différentes formations 2026 qu'on va proposer, des formations longues. Avant ça, voilà, n'hésitez pas encore une fois à aller sur le site pour retrouver le catalogue. Je vous enverrai du coup la petite présentation. Vous aurez accès à la petite vidéo pour retrouver le chemin que je viens de vous montrer. Qu'on a très peu de temps. Je suis peut-être allé assez rapide. Donc, vous pouvez retrouver ça sous forme de vidéo. N'hésitez pas à aller la consulter. Au niveau des formations proposées pour 2026, 3 grosses formations longues. La formation secrétaire de mairie 2026 qu'on renouvelle dans le partenariat avec la région Grand Est et la CCI. Vous avez peut-être reçu déjà des communications par rapport à cette formation-là. Donc, on réitère l'expérience avec ces deux partenaires, avec une édition qui commencera sur le mois d'avril et qui se terminera sur le mois d'octobre. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans la présentation. On a également une formation agent technique qui est prévue sur juin 2026 où on recherche toujours des partenaires collectivités qui seraient prêts à nous accompagner dans le cadre de ce projet-là de formation qu'on a avec la région Grand Est. Et le troisième volet, c'est la formation en apprentissage, la formation secrétaire assistant qui a déjà débuté. On recherche encore effectivement des collectivités d'accueil pour trois des apprenants qui ont commencé la formation. Pour vous donner un Guillaume, peu plus. ouais, hop là, je t'interromps. Juste au niveau sur l'accompagnement de la formation agent technique. Hop là, Oui, ouais. Ah voilà, bah, tu y reviendras peut-être, mais c'est en fait, c'est ça. idéalement, c'est plutôt si vous avez quelqu'un qui va partir à la retraite au niveau technique dans une commune de moins de 2000 habitants, savoir les collectivités qui pourraient être intéressées par l'accueil d'un stagiaire, hein, c'est ça? Mais tu y reviens peut-être après. Exactement. J'y reviens Ouais, un ok, petit peu, je vous donnerai un peu plus de d'accord. détails après. Et encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous si vraiment ça peut être un axe de formation qui vous intéresse. On prendra le temps de vous donner vraiment toutes les informations. Mais oui, exactement. Et j'ai envie de dire, même pour la première formation, voilà, si vous voulez anticiper effectivement
effectivement le départ en retraite de votre secrétaire ou de votre secrétaire de mairie directement, ça peut être aussi une piste, une piste hein, du coup, de prendre quelqu'un en jumelage pendant les prochains mois. Hop. Au niveau du catalogue pour la première formation, donc la formation secrétaire de mairie, on est sur 47 jours de stage. Vous avez le programme, le calendrier plutôt sous les yeux. On est sur un format qui est plutôt sympa parce que vous n'allez pas avoir l'apprenant toute la semaine en collectivité. Vous allez vraiment l'avoir au fur et à mesure, ce qui nous permet, nous, de lui apporter vraiment cette montée en compétences par rapport au métier de secrétaire de mairie qui est très très complexe, hein, tout le monde le sait aujourd'hui. Voilà, c'est une formation qui aujourd'hui, où il n'y a pas d'engagement financier de la part de la collectivité, pas d'engagement de recruter la personne à la fin de la formation. C'est vraiment dans le cadre voilà, de nous accompagner pour aider ces futurs secrétaires à monter en compétences. Voilà, c'est encore une fois 47 jours de stage plein en collectivité. Hop. Pour la formation agent technique, comme l'a dit Frédéric, effectivement, c'est l'optique d'anticiper peut-être des départs en retraite. Voilà, on est toujours à la recherche de 2 collectivités partenaires qui seraient prêts à nous accompagner dans ce projet. La petite différence par rapport à la première que je vous ai présentée, c'est que là, on a besoin d'un engagement du coup d'un CDD de 6 mois après cette formation. Pourquoi? Parce que c'est une formation qu'on a montée de toutes pièces avec la région Grand Est et qui est le financeur hein, de cette formation pour le coup. Et ce financeur-là a besoin d'un engagement de la part des collectivités sur un recrutement potentiel à l'issue de cette formation. Pour vous donner un peu plus de détails, elle est encore en construction. Vous avez les blocs de compétences qui seront prévus. Donc, on est sur une formation qui va durer 450 heures. Hein, donc, c'est une formation qui est assez courte, mais qui est très spécialisée et très qualifiante parce qu'on voit effectivement qu'il y a des modules qui sont spécifiques à ce métier-là et des métiers qui sont très polyvalents. Donc, pareil, on est en train de sélectionner du coup les partenaires qui vont nous accompagner hein, sur cette formation, partenaires de formation spécialisée. Voilà. Ouais, et Guillaume, je t'interromps juste, Oui. donc juste pour bien encore renforcer ce que tu disais, c'est vraiment quelque chose d'expérimental. On a regardé les statistiques démographiques, les pyramides des âges des agents techniques de ce qu'on appelait les cantonniers, donc les agents techniques polyvalents des communes de moins de 2000 habitants. Et autant les statistiques étaient inquiétantes sur le métier de secrétaire de mairie, on l'a vu, hein, ça fait 10 ans qu'on fait des formations de secrétaire de mairie, mais autant l'agent technique, c'est presque pire en termes de nombre de départs à la retraite. Et on voit sur le tableau que Guillaume affichait le nombre de blocs de compétences ou de capacités en maçonnerie, travaux, électricité, espace vert évidemment, etc. Donc voilà, on est en train de faire quelque chose d'expérimental avec le soutien de la région Grand Est, peut-être d'autres partenaires, mais en tout cas avec la région qui finance. Et on est un petit peu précurseur au niveau, je pense, région Grand Est, au niveau des centres de gestion, mais on va intensifier en fait ce type de formation pour répondre aux besoins des métiers en tension. C'est vraiment les actions de gestion prévisionnelle, on en reparlera tout à la fin de la visio. Ouais, pardon, vas-y Exactement. Guillaume. Non, mais c'est un super complément et on veut vraiment mettre au cœur les collectivités hein, dans la création de ces actions de formation. Voilà, les blocs de compétences, ils ne sont pas encore arrêtés. On veut vraiment faire contribuer les collectivités pour, entre guillemets, formater le meilleur programme possible hein, pour que vous ayez des compétences recherchées et des compétences qui sont de plus en plus rares, comme Frédéric l'a souligné. La dernière action de formation, c'est la formation en alternance qui a débuté sur cette fin d'année 2025. Donc voilà, on est toujours à la recherche de 3 collectivités pour 3 des apprenants qui sont rentrés en formation. Donc on recherche sur ces 2 collectivités sur le secteur d'Épinal et une collectivité sur le secteur du Val d'Ajeul. On n'est pas sur les mêmes prérogatives que la première que je vous ai présentée. Pourquoi? Parce que c'est vraiment de l'alternance. Où on est sur un contrat d'apprentissage de 12 mois ici, et pour une formation aussi qui est diplômante. Vous avez le catalogue qui est présenté. Donc là, toutes les parties en blanche où vous ne voyez pas effectivement CDG ou CCI, c'est toute la partie où l'apprenant est en collectivité directement. Donc on est sur une durée un peu plus importante que sur la première formation. Et là, encore une fois, on est dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Donc on n'est pas sur les mêmes modalités. Donc, encore une fois, en résumé, voilà, 3 actions de formation pour ce début d'année 2026. Il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver. Donc, on a vraiment besoin de vous hein, pour monter ces programmes de formation. Voilà, aujourd'hui, l'action de 2025 a plutôt bien fonctionné, ce qui nous a permis aujourd'hui de former 10 secrétaires de mairie.
Donc, l'idée, c'est de continuer à les former, en tout cas par rapport à différents métiers aussi, pour vraiment que vous ayez la compétence dans vos collectivités. Mais pour ça, on a besoin de vous pour d'abord les former. Voilà pour ça. Si vous avez des questions, si vous souhaitez devenir tuteur, ou vous pouvez appeler soit le CDG et demander du coup le service formation, soit envoyer directement un mail à formation@cdg88.fr. Voilà, n'hésitez vraiment pas, ce sera sur le support de toute façon s'il y a besoin de reprendre l'adresse mail. Dernière chose, et je vais aller assez rapidement sur ça, on a un nouvel outil qui s'appelle Digiformat, qui va nous permettre de suivre vraiment toutes les formations. Vous allez recevoir des communications dans ce sens, donc je ne vais pas épiloguer là-dessus pour le moment. J'ai déjà pris assez de temps pour le coup. Mais voilà, vous allez recevoir des mails, notamment de Digiformat, pour vos actions de formation entamées avec le CDG. Ce qui nous permet, nous, de suivre en fait toute la partie convention, convocation, et donner des accès aux apprenants pour la partie émargement. Voilà, je reparlerai plus tard, effectivement, quand ce sera le moment voulu, quand on mettra vraiment en place cet outil-là. Voilà. Ok, Guillaume, alors j'ai pas fait attention aux questions, n'hésitez pas hein, sur le chat. Moi j'en ai pas, je sais pas si alors, je pense pas avoir de problème, mais j'ai pas de questions sur le chat. Si tu peux rester encore quelques minutes, parce que des Oui, bien fois, sûr. Guillaume, les questions arrivent après Un coup. petit décalage, aucun problème. Ouais, voilà. Mais toujours est-il que voilà, les actions de formation s'intensifient. Il y aura des formations aussi, mais là, ce sera plus pour l'année 2027, mais sur les membres des instances paritaires, hein, les formations spécialisées, CST, etc. Exactement. Et puis voilà, n'hésitez pas. Et on peut aussi répondre à des besoins ponctuels qui sont hors catalogue, hein, c'est toujours ça. Et un dernier mot encore sur notre procédure de demande d'agrément pour être organisme de formation pour les élus locaux. Donc elle est toujours en instruction au niveau central à Paris. On a bon espoir de pouvoir être agréé et de proposer, alors qu'on ait l'agrément ou pas, mais avec l'agrément c'est plus simple et ça coûte moins cher aux collectivités, mais de proposer dès le début de mandat en fait des actions de formation pour les élus locaux, parce que là on a vraiment parlé avec une entrée sur le sujet formation du côté de l'agent, mais on a comme ambition aussi de faire de la formation pour les élus locaux qui en ont besoin sur la partie RH, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir quand on est élu, et à plus forte raison quand on est nouvel élu à partir du mois de fin mars prochain. Voilà. Donc ça, des nouvelles assez rapidement de cette offre de formation qui va être un petit peu spécifique pour nos élus locaux. Eh bien, c'est tout. On n'a toujours pas de questions. On passe aux actualités statutaires. Alors là, il y aura beaucoup plus de questions. Sandy, Séverine, pour le coup, on peut vous laisser la parole. Et puis, j'essaie de vous interrompre lorsqu'il y a des questions. Voilà. On fait comme ça, Sandy et Séverine? Ouais. Oui, ça marche. Alors, je vais partager Allez-y. l'écran. Tout bon? Eh bien, c'est tout bon. On voit bien Bonjour l'écran. à Pas de tous. problème. Ouais, vous m'entendez bien? Ouais, très bien. Ouais, ok. Bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter donc un point d'actualité statutaire donc en ce début d'année. Donc, nous allons voir la disponibilité pour convenance personnelle avec la suppression de la période de réintégration, la réforme des conditions de promotion interne des secrétaires généraux de mairie de catégorie B des communes de moins de 2000 habitants, le plafonnement du compte épargne-temps, le CET, l'avancement de grade en catégorie B, la suppression du seuil de 2000 habitants pour la création de certains grades de catégorie A, la rupture conventionnelle, le SMIC et l'indemnité différentielle, et pour finir, on parlera des élections professionnelles. Donc, je vais commencer pour ma part donc, avec la disponibilité pour convenance personnelle. Donc, ce qui change aujourd'hui, donc, avec la parution du décret 2025-1169 du 5 décembre 2025, qui modifie le décret 86-68 du 13 janvier 86. Donc, petit historique, donc avant, ce qui change, donc avant, les agents pouvaient demander une disponibilité donc limitée dans un temps, dans une durée de 5 ans. Cette disponibilité était possible d'être renouvelée maximum sur 10 ans dans toute la carrière de l'agent. Cependant, il fallait, donc si l'agent avait déjà demandé une première disponibilité de 5 ans, et s'il voulait redemander une autre disponibilité de 5 ans, l'agent était obligé de réintégrer la fonction publique 18 mois.
Donc ça, c'était une condition obligatoire pour pouvoir redemander une nouvelle disponibilité donc pour convenance personnelle. Ce qu'il y avait également, il fallait que l'agent envoie ses justificatifs donc, tous les ans pour pouvoir bénéficier de son avancement de carrière. Aujourd'hui, donc c'est-à-dire maintenant, donc à partir de cette année, la disponibilité est toujours limitée à 5 ans. Elle est toujours également renouvelable dans 10 ans maximum dans la carrière de l'agent. Cependant, maintenant, il n'y a plus la suppression il n'y a plus besoin de réintégrer les 18 mois, donc suppression de cette condition. Et également, les justificatifs donc, peuvent être transmis en une seule fois au retour de l'agent. C'est-à-dire que la collectivité n'aura plus besoin de faire avancer la carrière de l'agent au fur et à mesure des justificatifs envoyés. C'est seulement au retour de l'agent au sein de la collectivité. L'agent devra transmettre ses justificatifs et la carrière de l'agent, si cela le permet, permettra de faire évoluer sa carrière en fonction des justificatifs transmis. Les avantages donc, pour la collectivité, donc, il y a plus de souplesse dans la gestion de la carrière de l'agent et il y a beaucoup moins de démarches administratives. Donc, ces règles s'appliquent donc aux disponibilités et au renouvellement, prenant effet donc, à compter du 7 décembre 2025. Donc là, Séverine, oui, les gens qui sont en cours de dispo, pour le coup, ils ne sont pas soumis à revenir 18 mois, c'est ça, hein? À partir du 7 décembre 2025. Ouais. Ouais. Ok. Maintenant, on va parler, donc on va aborder la réforme des conditions de la promotion interne des secrétaires généraux de mairie des catégories B, donc des communes de moins de 2000 habitants. Donc ça, c'est le décret 2025-1099 du 19 novembre 2025 qui modifie donc l'article 5 du décret 87-1099 du 30 décembre 87. Donc ce décret-là va permettre donc aux secrétaires de mairie donc de pouvoir accéder par le biais de la promotion interne à la catégorie A. Donc les catégories. Donc les secrétaires de mairie de catégorie B, donc exerçant dans les communes de moins de 2000 habitants, vont pouvoir donc prétendre à la promotion de catégorie A. Donc cet objectif de la réforme, donc il va permettre de reconnaître l'expérience des secrétaires généraux de mairie exerçant dans les petites communes. Et donc, elles ouvrent l'accès donc au grade de catégorie A. Donc, avant, ces promotions internes étaient ouvertes donc aux fonctionnaires de catégorie B et qui exerçaient les fonctions de DGS dans les communes de 2000 à 5000 habitants. Il fallait également remplir la condition d'être au moins 2 ans DGS donc, dans la collectivité. Maintenant, donc, ça va être les rédacteurs donc, de catégorie B qui ont donc les fonctions de secrétaire général de mairie dans les communes de moins de 2000 habitants. Cependant, il faut quand même avoir la condition requise de 4 ans de service public effectif dans les fonctions exercées de secrétaire général de mairie. Et donc, ces agents-là pourront prétendre à la promotion interne de catégorie A. Donc la conséquence pratique à prendre en compte, donc il faudra bien donc identifier les agents qui sont éligibles donc selon les nouveaux critères, vérifier donc l'ancienneté effective en qualité de secrétaire général de mairie et également faire attention que les lignes directrices de gestion soient bien à jour et mises en place au sein des collectivités. Et donc ça rentrera donc en vigueur à compter du 21 novembre 2025. Et je voulais également mettre un petit point que la promotion interne, donc pour la campagne 2026, ouvrira à partir de mi-février 2026. Et le centre de gestion, de toute manière, communiquera comme d'habitude auprès des collectivités pour le lancement de la campagne de la promotion interne. Voilà, je vais passer au CET. Alors, j'avais juste une question sur des justificatifs. Alors, je ne sais pas si monsieur ou madame Gros-Georges qui posait la question des justificatifs. Mais là, je vais juste leur demander. Alors, les justificatifs, ça va être en fait, si l'agent travaille ailleurs, dans le privé ou dans le public, en étant contractuel dans le public, l'agent va justifier d'un certain nombre d'heures
Et donc, par rapport à ça, donc l'agent va pouvoir, s'il remplit les conditions, pouvoir avancer dans sa carrière, donc dans ses avancements d'échelon à durée unique, par exemple. Mais ça a des justificatifs, donc ça va être un contrat, fiche de paye, ces choses-là. J'ai répondu à la question. Ouais, je pense. Ouais. Pour l'instant, pas de réaction, mais je pense que oui. N'hésitez pas si jamais il y avait quoi que ce soit. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Ok. Alors, donc on va continuer sur le CET. Donc, désormais, donc le CET, donc il y a maintenant un plafonnement. Donc, c'est d'après le décret qui est sorti, donc c'est le décret 2025-1135 du 26 novembre 2025. Donc, il entre en vigueur au 29 novembre 2025. Donc, l'objectif est de donner donc, aux collectivités la possibilité de maîtriser l'indemnisation des jours de CET, donc sans remettre en compte le dispositif existant. Donc, ça, ce qui était avant ne change pas. Cependant, donc, ce qui ne change pas, donc c'est des règles qui étaient déjà existantes. Les seuls jours, donc au-delà du 15e, peuvent être indemnisés, ça ne change pas non plus. Les montants forfaitaires par catégorie restent inchangés également. Et le délai de choix de l'agent maintenu donc au 31 janvier. Donc, ça, c'est ce qui ne change pas. Donc, ce qui change, donc possibilité, d'ailleurs, je me suis trompée dans mon PowerPoint, mais bon, c'est pas grave. Possibilité de fixer un plafond annuel de jours indemnisables. La décision est laissée donc à la libre initiative de la collectivité. Et donc, il y a une application uniforme à tous les agents éligibles au CET. Donc, c'est-à-dire que les fonctionnaires et les contractuels donc, pourront accéder à ce dispositif. Ah oui, donc concrètement, Séverine, ouais, sur le CET, c'est vraiment, on peut limiter pour saucissonner en fait le coût de l'indemnisation du CET au-delà des 15 jours, hein, c'est ça? Et déterminer un plafond par agent indemnisable tous les ans en fait. On peut se limiter à 10, 15. Normalement, c'est 60 jours maximum. Donc, si je fais le bon calcul, entre 15 et 60, il y a 45 jours. Globalement, même des agents qui sont à 60 jours de CET pourraient, par exemple, devoir faire 2 ou 3 ou 4 années d'indemnisation si la collectivité choisit 10 jours, par exemple. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment un choix de la collectivité. Ouais. Ça étale la dette, en fait. OK. Voilà. Donc, ce dispositif, donc, il est facultatif. Donc, la décision, elle doit être prise donc, par délibération, par l'organe délibérant. Il faut consulter donc, le CST donc, en amont. Et donc, la fixation d'un plafond annuel des jours... Donc, il y a une fixation d'un plafond annuel de jours indemnisables. Et le plafond donc s'applique, comme je l'ai bien dit, donc, par agent, par année civile. Et ce plafond, il doit bien être clair et chiffré. Ok, toujours pas de questions. Vous pouvez continuer. Donc, je vais continuer avec les avancements de grade en catégorie B. Donc, il y a eu la suppression du ratio d'avancement de grade entre les deux voies, au choix ou par examen professionnel. C'est le décret numéro 2025-1098 du 19 novembre 2025 qui est entré en vigueur le 21 novembre 2025 et qui s'applique au tableau d'avancement établi après cette date. Ça concerne les cadres d'emploi de catégorie B qu'on appelle du nouvel espace statutaire, donc animateurs, assistants territoriaux d'enseignement artistique, assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, chefs de service de police municipale, éducateurs des APS, rédacteurs et techniciens. Alors jusqu'à présent, donc avant ce décret, pour chacun des deux grades d'avancement, le nombre d'avancements prononcés par l'une ou l'autre des deux voies, c'est-à-dire soit après examen professionnel, soit au choix ou qu'on appelle aussi par ancienneté, ne pouvait être inférieur au quart du nombre total d'avancements dans ce grade. Il y avait une dérogation, ce quota ne s'appliquait pas lorsqu'un seul avancement de grade était prononcé dans un grade et au titre d'une année par l'une ou l'autre des deux voies. Dans ce cas, l'avancement, il intervenait dans les 3 ans après que par l'autre voie. Il n'y a plus ce calcul du quart du nombre, ça a été supprimé. Maintenant, le nombre maximum de fonctionnaires qui peuvent bénéficier d'un avancement de grade en catégorie B va être déterminé par délibération avec l'application du taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires qui remplissent les conditions. Donc cette délibération, elle est prise après avis du comité social territorial.
Donc, il est probable que les collectivités vont devoir redélibérer et saisir le CST. Il y a également eu la suppression du seuil démographique de 2000 habitants pour la création de certains grades de catégorie A. Ça concerne les grades d'attachés principaux, ingénieurs principaux et conseillers principaux des activités physiques et sportives. Donc, c'est suite au décret numéro 2025-1096 19 novembre 2025 et c'est également entré en vigueur le 21 novembre 2025. Donc maintenant, quel que soit le seuil démographique de la collectivité, il y a une possibilité de créer ces grades, ces 3 grades qui n'étaient pas possibles avant. Ensuite, on va faire un petit point sur la rupture conventionnelle. Elle était à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2025 pour les fonctionnaires. Et faute de disposition législative, pour le moment, elle est suspendue. Par contre, elle reste en vigueur pour les agents en CDI qui n'étaient pas réalisés à titre expérimental, mais bien définitif. Alors, donc, grosso modo, oui, Sandy, en fait, il n'y a plus que les ruptures conventionnelles pour les titulaires qui ne sont plus possibles, en fait. Mais pour le CDI, ça reste tel quel. Pour le moment, oui. Ouais. Ça, normalement, il doit y avoir une loi qui doit pouvoir incorporer cette expérimentation dans le droit dur, on va dire ça, comme ça. Oui, normalement, je crois qu'ils en avaient parlé pour la loi du budget, mais... Voilà, on ne sait pas dans quel délai. Pas besoin de poser la question, là, c'est remis au calendrier grec. Ok, pardon, vas-y, continue. Pas de souci. Alors du coup, au 1er janvier 2026, il y a le SMIC brut horaire qui a augmenté de 1,18%, qui est passé de 11,88 € brut à 12,02 € brut, soit pour un temps complet 1823,03 € brut, ce qui a pour conséquence de verser une indemnité différentielle à tous les agents qui ont des indices majorés entre 366 et 370. Donc ça concerne les échelons 1 à 5 de la grille indiciaire C1, échelon 1 à 3 de la grille indiciaire C2 et échelon 1 à 2 de la grille indiciaire des agents de maîtrise. C'est un déclenchement automatique sur le logiciel de paie, donc il n'y a pas besoin de prendre d'arrêté. Et nos collègues du service RH ont fait un petit mémo qui est disponible sur le site du CDG 88 concernant les chiffres de la paye, les chiffres à retenir en 2026. On va finir par un petit point sur les élections professionnelles. Donc, on est en cours de vérification des effectifs à la date d'effet du 1er janvier 2026. Donc, on vous remercie de transmettre tous les actes qui ont une incidence avant le 1er janvier 2026 à une date d'effet au 1er janvier 2026. Donc, tout ce qui va avoir une incidence notamment pour les élections, donc recrutement, titularisation, disponibilité, détachement, congé parental, départ. Et on fera une seconde vérification et une dernière vérification qui sera demandée fin janvier 2026 avec un nouveau calcul lancé sur Agir. Donc, on vous demande de bien vérifier les effectifs qui sont disponibles sur Agir. Et je vais partager juste le site du CDG 88 parce qu'on a les conditions d'électeurs qui sont disponibles. Alors, est-ce que vous voyez bien le site? Ouais. Alors, oui, ça y est, ouais, on le voit bien, ouais. Alors, si on va dans l'onglet carrière, il y a élections professionnelles 2026. Et là, donc là, pour le moment, dans le calcul des effectifs, c'est la notice, la notice pour vérifier les effectifs sur Agir. Et pour chaque instance, il y a les conditions pour être électeur. Voilà, donc c'est là où vous retrouvez quels agents sont électeurs, par exemple à la CCP, et si c'est normal ou pas, qui figurent sur Agir. Voilà, je ne sais pas si... Ouais, alors il y avait une petite question, on va repartir, je pense, sur la question du CET. Sur la question du CET, donc en fait, est-ce que la mise en place là, de la modification de l'étalement en fait de l'indemnisation, si jamais la mise en place du CET est faite juste avant le départ en retraite d'un agent, enfin ou si la demande, la mise en place, si la mise en place de la mesure de limitation du nombre de jours de CET est faite juste avant le départ en retraite, est-ce que ça va empêcher l'agent de se faire indemniser la totalité de ses jours de CET avant qu'il parte en retraite?
Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse. Moi, ce que je dirais juste, c'est qu'on commence aussi à avoir des demandes par exemple, d'agents qui sont décédés. Alors, c'est moins drôle, hein, évidemment, qu'une retraite, mais d'agents décédés, les ayants droit peuvent récupérer ou se faire indemniser les jours de CET qui étaient présents sur le CET de l'agent défunt. Mais je ne sais pas si vous aviez déjà eu aussi des questions, Sandy ou Séverine, ou au niveau carrière, Ça va, sur, les sur ces micros sont questions-là. coupés, heureusement. Comme ça, tout de suite, non. Faut qu'on recherche les éléments de réponse par rapport à ça, mais non. En tout état de... Les jours qui ne sont pas à chaque fois indemnisables. Ouais, sur les fins de carrière, en fait, généralement, on s'arrange pour que les CET soient tous utilisés jusqu'à la date de début de retraite et de radiation des cadres. Par contre, si il y a des maladies, etc., là, j'ai pas d'éléments de réponse certains, mais on pourra peut-être faire un petit flash là-dessus, une actualité sur cette question-là, y compris pour les agents qui sont décédés, puisque il y a aussi une indemnisation qui bénéficiera aux ayants droit, normalement. Bon, ça va dans le sens de l'histoire, en fait. Ouais, si c'est une question qui concerne un agent précis, si ça peut être posé sur Aura, comme ça on regardera si ça concerne une situation actuelle. Parce que c'est vraiment plus du cas par cas, en fait. Ouais, c'est une bonne question, hein, parce que effectivement, dans ce cas précis, je crois pas que le texte qui vient de paraître prévoit ou envisage cette situation des départs en retraite, en fait. Ouais, puisque, comme on l'a dit, c'est une mesure qui permet d'étaler, par exemple, 40 jours d'indemnisation de CET en 4 fois 10 jours sur 4 années civiles, sauf que l'agent, il part. Donc là, il y a quelque chose, on y reviendra, je pense, peut-être dans une prochaine visio ou dans un mailing hebdomadaire pour répondre à cette question qui est assez pertinente et pour laquelle on n'a pas vraiment beaucoup d'éléments de réponse. Non, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Donc restez pareil, hein, peut-être quelques minutes connectés. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, même si on passe à la séquence sur la PSC avec Océane. D'ailleurs, tu peux essayer de lancer ton partage, Océane. Merci Séverine, merci Sandy. On va donc passer au troisième sujet, donc la PSC. Alors Océane, si tu m'entends, juste pour introduire la question, on a une loi qu'on attendait depuis longtemps qui est enfin parue au journal officiel et qui concerne la protection sociale complémentaire et qui donne des réponses, pas forcément toutes les réponses, mais en tout cas ça permet d'avoir l'occasion, ça nous donne l'occasion de ressasser encore ce sujet-là. On a nos contrats qui vont faire l'objet d'une consultation qui va être lancée début du mois de février. Donc voilà, dernière séquence avant lancement, on va dire, Océane, mais on aura même pendant le marché pas forcément toutes les réponses à toutes les questions. Mais ça, on vous tiendra informé très très fréquemment. C'est ça. Est-ce qu'on voit bien le support? Ouais, c'est tout bon, on voit tout. Ouais. Alors, super, je vais juste faire comme ça. Hop, pour moi aussi l'avoir à côté. Hop, alors attends, ça par fonctionne contre, toujours là ou pas? oui, mais ça on le voit moins, c'est réduit. Ah oui. Ouais. Donc, je peux pas... Ouais, donc je pourrais pas lire les questions en même temps, donc c'est juste bien me faire mais monter moi je ferai les questions. Ouais, je fais monter les questions. Ouais. Ça marche. Et ben alors là, comme ça doit être mieux du coup. C'est tout bon. Ouais. Alors, c'est parti. Donc, la fameuse loi PC qui a été donc publiée au journal officiel le 23 décembre de cette fin d'année. On va rentrer en détail pour voir qu'est-ce qui change exactement et surtout quand. Mais en amont, je voulais juste refaire un petit rappel rapide sur la réforme de la protection sociale complémentaire dans son ensemble, puisqu'elle s'est vraiment faite par étapes. Et donc, ça va nous aider à comprendre un petit peu la suite. Donc, je souhaite juste revenir sur les étapes. La toute première étape, c'était l'ordonnance du 17 février 2021 qui, elle, a juste fixé une obligation de participation financière de l'employeur. Sans montant, sans date, mais c'était juste fixer l'obligation de l'employeur de participer financièrement et à la prévoyance et à la mutuelle. Ensuite, on a eu le décret du 20 avril 2022 qui, lui, vient déterminer et les garanties minimales en matière de prévoyance, maintien de salaire et de mutuelle santé, mais aussi les montants minimums, donc les 7 € par mois en prévoyance et par agent, et les 15 € par mois et par agent en mutuelle santé. Pour l'instant, on s'arrête là. Pour l'année 2026 qui commence, on est bien sur ces conditions-là.
Pas de changement pour cette année 2026. Donc ça, on a beaucoup la question. Donc on continue à pouvoir faire de la labellisation, on continue avec les contrats en cours jusqu'à la fin de l'année, avec les conditions qui sont celles-ci. Ensuite, il y a eu un accord collectif qui a été signé au niveau national, donc entre tous les représentants des agents et des élus, et même il y avait des assureurs aussi qui faisaient partie du groupe, qui ont créé donc un accord collectif où ils se sont mis d'accord sur plusieurs modalités, notamment l'obligation d'adhésion des agents à un contrat de prévoyance collectif, et donc la suppression de la labellisation. Et en plus, un montant de participation de l'employeur, toujours sur la prévoyance maintien de salaire, à hauteur de 50% de la cotisation de l'agent. On va y revenir. Et ensuite, la loi donc, du 22 décembre, qui, elle, vient transposer cet accord-là dans une partie législative et qui, tout comme l'accord collectif, n'introduit pas vraiment de changement pour la partie mutuelle santé. Donc, on va vraiment se concentrer sur la prévoyance maintien de salaire. Et comme le disait Frédéric, on attend encore un petit peu d'avoir les analyses des assureurs et aussi des décrets d'application, notamment fixant des dispenses, etc., etc. Mais là, on va vraiment se concentrer sur ce que la loi dit, ni plus ni moins pour l'instant. Est-ce que ça va jusque-là ou est-ce qu'il y a déjà des questions? Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc là, aujourd'hui, Océane, on peut vraiment dire que toutes les collectivités de France et de Navarre doivent au moins donner 7 € en prévoyance et 15 en mutuelle santé, ou plus évidemment. Voilà. Mais c'est vraiment ça à avoir en tête, puisqu'au 1er janvier 2026, ça y est, l'obligation sur la mutuelle santé est arrivée. On en reparlera juste à la fin pour redire un petit mot sur les relances qu'on fait. Ouais, ok. Que ce soit sur l'un ou l'autre des contrats, finalement, là, toutes les collectivités doivent obligatoirement proposer une participation financière, soit par le biais de la labellisation, soit par le biais d'une convention de participation. Mais là, aujourd'hui, 100% des collectivités qui ont de l'effectif doivent proposer les deux contrats à leurs agents. Ok. Ensuite, donc, on rentre dans le détail de la fameuse loi qui est donc parue le 22 décembre. Donc, je le rappelle, elle concerne essentiellement la prévoyance maintien de salaire. Il y a un tout petit alinéa sur la mutuelle santé, mais qui ne change rien à notre quotidien. Donc, on ne va pas se compliquer l'esprit avec ça. Pour la partie prévoyance, il y a les énormes changements donc, que l'accord avait déjà introduits en juillet 23 qui sont bien entérinés. Donc, l'obligation d'adhésion des agents. Donc là, il n'y a plus le choix. Les agents devront obligatoirement se couvrir en prévoyance maintien de salaire. Du fait qu'ils doivent obligatoirement s'assurer et que les employeurs ont aussi de l'autre côté une obligation de participation, ils ont mis fin à la labellisation. Donc il n'y aura plus que des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Ensuite, la participation de l'employeur sera donc au minimum à 50% de la cotisation de l'agent. On va rentrer en détail pour voir qu'est-ce qu'on entend par cotisation de l'agent. Et ensuite, il y a un petit nouveau, on va dire, qui va nous changer la vie. Très problématique, oui. C'est ça, et qui est très problématique, c'est la reprise du passif obligatoire. Alors, on va rentrer en détail dans chacune des items. Il y a une question, effectivement, la bonne question, c'est à partir de quand, tout ce que tu dis juste sur la diapo juste avant, celle que tu as mis, à partir de quand c'est obligatoire d'adhérer à un contrat collectif, adhésion obligatoire? Eh bien, tout est expliqué à la fin du après. diapo. D'accord. Ouais, c'est dans encore la un peu de deuxième patience. Voilà. Un peu de suspense. Et alors, il y a juste une question. Si ma collectivité n'a pas encore délibéré sur la participation mutuelle santé de 15 €, est-ce que je l'applique tout de même au 1er janvier? Alors, il ne faut surtout pas payer des choses sans base délibération. Par contre, il faut saisir le CST et délibérer sur cette participation qui est obligatoire. Et je le redirai à la fin, mais il y a une pression à la fois des services préfectoraux de contrôle d'égalité et à la fois des organisations syndicales qui vont vous tomber dessus si vous n'êtes pas en règle, mais on va y revenir à la fin. Vas-y, Océane. Ouais. Tout à fait. Donc, juste pour revenir un peu dans le détail, au niveau des 4 piliers. Donc, le premier pilier, l'adhésion obligatoire des agents à un contrat collectif, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je souhaite juste apporter la précision qu'il y aura bien des dispenses prévues par décret. Donc, on les attend encore. Mais il y aura bien des cas particuliers dans lesquels les agents auront le droit de ne pas adhérer. Alors, on imagine, on n'a pas encore décrit là-dessus, mais on imagine que ce seront des cas logiques,
un agent en arrêt, un agent qui a déjà une couverture au moins équivalente et au moins aussi bien couverte. Enfin, voilà, on met des hypothèses, mais on verra ce qui sera écrit définitivement. Donc ça, on attend les précisions sur les cas de dispense. Pour la fin de la labellisation, c'est ce que je disais, étant donné qu'il y a une adhésion obligatoire à un contrat collectif, il y aura la suppression de la partie labellisation. Pour la participation employeur, on entend par 50% de la cotisation de l'agent l'équivalent de la cotisation correspondant aux garanties de base, c'est-à-dire l'incapacité et l'invalidité, ou l'inaptitude pour les IRCANTEC. Et ça, ce serait basé sur le TBI, NBI et la partie prime inclus. Donc, le montant de la cotisation due au titre de ces garanties-là et sur ces assiettes de cotisation-là, l'employeur serait dans l'obligation de prendre au moins 50% sa charge. Et RIB, c'est régime indemnitaire brut. Hein, c'est pas le RIB. Voilà, ah oui. Relevé bancaire. C'est vraiment le brut du régime indemnitaire. Exactement. Voilà. Et donc, au niveau de la reprise du passif obligatoire, donc ça, c'est ce qui est écrit dans le texte aujourd'hui. On attend un petit peu les débats des assureurs et autres cas, mais toutes les pathologies survenues avant l'adhésion au contrat obligatoire, et donc où il y aurait des rechutes, l'assureur, le nouvel assureur, serait dans l'obligation de prendre en charge les conséquences financières et donc le complément de salaire au titre des pathologies, même si elles étaient déjà connues avant l'adhésion au contrat collectif. Donc là, c'est une grosse révolution. Ce serait génial que ce soit appliqué strictement tel que ça l'est écrit pour les agents. Après, voilà, c'est un petit peu utopique, on va dire, côté assureur. Donc, à voir comment ça va vraiment fonctionner. Est-ce qu'il y aura à nouveau des cas de dispense à ce niveau-là? On attend un petit peu d'en savoir plus. Ouais, on va essayer de bouger les choses pour faire voir ça à la DGCL au niveau ministériel, pour que ça aille vite et puis que ça aille dans le bon sens. On peut dire ça comme ça. Juste une question, Océane, juste pour reprendre un peu ton souffle. Pour les multi-employeurs sur la mutuelle santé, alors là, je ne dis pas de bêtises, mais pour moi, j'avais en tête, en gros, débrouillez-vous. Parce qu'autant le partage de la prévoyance, comme c'est indexé sur le salaire, bon, bah, chaque commune verse une partie du salaire, ça se fait bien. Par contre, sur la mutuelle santé, quand il y a multi-employeurs, on appelle les agents intercommunaux, là, pour le coup, chacun donne sa participation dans la limite de la cotisation globale. Donc, si l'agent a une cotisation mutuelle santé de 50 € par mois et qu'il a 5 collectivités, l'ensemble des participations ne devrait pas dépasser 50 €. Donc là, il faut se parler, il faut se coordonner, c'est ça. Ouais, après, voilà, hein, si dans mon exemple, c'est 50 €, il a 5 collectivités à 10 €, bon, bah voilà, sa cotisation est totalement payée. Alors, ça peut être ça. J'espère avoir répondu à la question. Voilà. Les seules choses vraiment écrites, c'était dans le décret de 2011, c'était précisé qu'on avait c'était indiqué aucune interdiction de cumuler les participations. C'est surtout en ce sens-là. Par contre, ce qui est inscrit, c'est effectivement surtout la participation ne doit pas dépasser le montant de la cotisation. Ça, c'est strictement interdit. Et à vous, de contrôler comme vous pouvez. Comme je dis toujours aux personnes qui nous contactent à ce sujet, si toutes les collectivités sont dans notre contrat groupe, c'est vrai que nous, on a le visuel, donc on a le moyen de savoir si à tel moment on est dans les clous et on est toujours inférieur à la cotisation ou pas. Par contre, s'il y a un employeur qui est en labellisation, un autre, c'est un peu compliqué pour nous de le vérifier. Donc là, charge à chacun de vérifier que la cotisation ne soit pas dépassée. Ok. Ouais. Voilà. Puis généralement, les participations s'accumulent dans la limite et c'est l'un des quelques rares avantages des agents multi-employeurs intercommunaux de pouvoir additionner les participations dans la limite de la cotise. Ben, voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Puis il y a même des questions qui viennent sur lesquelles Séverine vient de revenir sur le CET. Alors oui, question toute bête, le contrat groupe du CDG est donc labellisé. Alors non, juste pour rappel, ce qu'on appelle labellisé, c'est vraiment un contrat individuel qui a été labellisé parce qu'il remplit certaines conditions minimales. Nous, on est plus que labellisé, c'est-à-dire on a créé quelque chose qui est conforme à la réglementation. On n'a pas besoin de la labellisation de l'État sur notre contrat. C'est juste que on a fait les choses
proprement, on n'a pas la labellisation à proprement parler. C'est les deux systèmes de participation. La labellisation de contrat individuel où l'État a mis son tampon, il l'a attesté, et les contrats collectifs CDG, celui du CDG 88, mais comme les autres CDG, c'est conforme, c'est responsable, c'est tout ce qui va bien. Donc on n'a pas besoin de ce tampon de l'État. Je peux l'avoir résumé comme ça, Océane, je ne sais pas si tu es OK là-dessus. Oui, c'est ça. Et puis là, c'est ça, la grosse différence, c'est que l'un est contrat individuel et l'autre collectif. Voilà. Ou avoir l'attestation de la labellisation. Donc là, il faut que l'agent demande à sa mutuelle labellisée son attestation pour avoir cette participation et pour avoir la participation de l'interco. Donc là, il faut, si l'agent a un contrat labellisé, c'est à lui de vous produire l'attestation. C'est à lui de la demander à sa mutuelle. Ouais, Voilà, on donc peut il n'y a continuer. que l'assureur qui peut la délivrer et je tiens surtout à préciser, parce qu'on a souvent la question, ce n'est pas parce qu'un assureur figure dans la liste que le contrat que l'agent a souscrit est forcément labellisé. Ouais. Voilà, il faut vraiment que l'attestation soit nominative avec le contrat au nom de l'agent, atteste bien que le contrat soit labellisé. Parce qu'une mutuelle peut avoir 37 contrats C'est ça. différents. Il y en a qui sont labellisés dans les 37, il y en a qui ne le sont pas. Donc C'est ça. il faut vraiment, voilà, c'est vraiment l'agent qui doit être acteur là-dessus. Mhm. Ok. On revient à notre loi. Ouais. Pas de souci. Alors, la loi du 22 décembre prévoit également la situation particulière des agents en arrêt de travail. Parce que si on revient donc juste sur le premier pilier qui obligeait les agents à adhérer à la convention collective à adhésion obligatoire, il y a quand même un cas particulier pour les agents qui seraient en arrêt de travail et déjà couverts par un contrat individuel au moment de la mise en place de ce contrat collectif à adhésion obligatoire. Pour ces personnes-là, ils auraient l'autorisation de ne pas adhérer à ce contrat collectif. Mais par contre, l'employeur, lui, serait tout de même dans l'obligation de participer financièrement à la cotisation, donc toujours aux 50% de la cotisation de cet agent, même s'il a un contrat individuel. Donc de lui verser une participation de 50% de sa cotisation individuelle. Donc ça, c'est une nouveauté aussi par rapport à ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui. Il a le choix, l'agent peut normalement toujours demander aussi sa résiliation et rejoindre quand même le contrat collectif s'il le souhaite. C'est vraiment optionnel pour lui. Par contre, à partir du moment où il reprend le travail, le choix qui lui était fait de souscrire ou non au contrat collectif dure encore pendant maximum 30 jours consécutifs après sa reprise. À l'issue des 30 jours, il est dans l'obligation d'adhérer, et même avant les 30 jours d'ailleurs, il est dans l'obligation d'adhérer au contrat collectif. Est-ce que ça, c'est clair? Ouais, on prend un petit peu le temps de lire aussi. Donc, alors, il y a une petite question en stock, mais je la poserai après. J'essaie de reformuler, j'essaie de poser des questions. Sur la deuxième obligation de l'employeur, l'employeur doit proposer le contrat collectif à l'agent, mais son adhésion est optionnelle. Donc ça, c'est les cas particuliers. Voilà. Ok, donc ça, c'est bon. Non, a priori, c'est tout bon. Alors, c'est des éléments sur lesquels, bien sûr, on reviendra tout au long de l'année 2026 C'est ça. Voilà, c'est pas grave si vous l'avez pas aujourd'hui. Aujourd'hui, concrètement, il n'y a pas de contrat adhésion obligatoire pour l'instant. Proposé, puisqu'on va relancer en 2026 le contrat pour un début de contrat collectif adhésion obligatoire au 1er janvier 2027. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Mais on y reviendra tout au long de l'année. Donc là, il n'y a pas d'infos urgentes à savoir. La question, alors je te la dis telle quelle. Quel est le montant maximum de participation pour la mutuelle santé que la mutuelle... Enfin, pardon, je reprends. Quel est le montant maximum de participation pour mutuelle santé la commune peut-elle donner? Par exemple, un agent qui paye 20 €, je pense, de cotisation et le montant de la commune est de 30 €, est-ce 50% max dans ce cas, 10 € ou la commune peut-elle donner les 20? Alors ça, mutuelle santé. Si on parle d'aujourd'hui et qu'on parle de mutuelle santé, on est toujours, là on sera, si la collectivité en donne 30, elle sera limitée à 20 €, c'est le montant de la cotisation de l'agent. Elle ne pourra pas donner plus à 20 pour €, lui. Voilà. Donc là, on est limité. Prenons le vrai exemple. Je crois que le premier tarif, moins de 30 ans, formule essentielle, Océane, ça va être 30, allez, mettons 30 €. On est passé au-dessus. On est passé au-dessus, 35. Voilà. Donc voilà. Il n'y a pas tellement de montant minimum à Océane pour la participation mutuelle santé. Une collectivité qui dit je donne 200 € par mois aux agents, elle donne 200 € et globalement, elle paye toutes les cotises.
Oui, il y a un minimum, mais il n'y a pas de maximum, si ce n'est le Ouais. montant de la cotise. Ouais. Hein, ouais, 1000 euros pour voilà. Par contre, on ne donnera pas 1000 euros à l'agent, parce que c'est un exemple fantasque. Mais par contre, on se limitera au montant de l'adhésion. Donc, si l'adhésion est à 30 euros, bah, l'agent C'est ça. aura 30 euros et pas plus que ce qu'il doit. On ne peut pas s'enrichir. Voilà. C'est ça. Par contre, les 50%, c'est bien dans les accords la participation en prévoyance. Hein, c'est plus la Oui. mutuelle santé. Les 50%, c'est la moitié de l'adhésion en prévoyance des agents. C'est ça, c'est notre futur au 1er janvier 2027. Chaque collectivité devra donner 50% de la cotisation au titre de la prévoyance. Mais pour la mutuelle santé, pour l'instant, ça ne bouge pas. D'ailleurs, nous y voilà. Enfin, le Ah, camp. voilà. Donc, le camp, il y a même 3 situations. La toute première, c'est vous êtes actuellement en labellisation. Parce que logiquement, personne ne doit plus ne rien avoir prévu, en tout cas. Donc, c'est labellisation. Si vous êtes en labellisation, vous avez jusqu'au 1er janvier 2029, au plus tard, pour vous mettre en conformité avec ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que vous avez, si vous souhaitez faire un contrat collectif à vous tout seul, lancer les marchés pour faire le nécessaire avant et prévoir une mise en place au plus tard au 1er janvier 2029. Si par contre, j'enlève juste le titre, je m'étais loupé. Si par contre vous êtes déjà adhérent à un contrat collectif, donc, qui est le cas des collectivités qui sont adhérentes à notre convention, on se trouve dans ce cas où le terme arrive avant le 1er janvier 2029. Dans ce cas-là, la loi doit être appliquée à compter du terme de l'actif. Pour nous, la convention du CDG et l'obligation de se mettre en conformité dès le 1er janvier 2027. Et il peut y avoir éventuellement certaines collectivités qui sont dans un contrat collectif qui n'est pas le nôtre, éventuellement, où son terme serait après le 1er janvier 2029. Eh bien, pour eux, pas de bol, il faut se mettre en conformité au plus tard au 1er janvier 2029 et surtout dans les règles de la commande publique. Donc là, si ce n'était pas prévu dans l'appel d'offres dès l'origine, j'ai bien peur qu'il faille tout recommencer. Okay. Voilà pour le camp. Voilà. Bon, le contrat collectif, effectivement. Alors, il y a une question, mais peut-être qu'on y reviendra. Alors, c'est toujours pareil. Alors, c'est plutôt une question étonnante parce qu'il y a un renseignement. Bon, on peut l'avoir tout de suite. La commune participait jusqu'à maintenant à hauteur de 10 euros par mois et par agent concernant la mutuelle, donc depuis 2020. Oh, ok. Lorsque j'ai demandé au CDG 88 en novembre dernier s'il était nécessaire de délibérer pour l'augmentation de la participation employeur, on m'avait répondu que ça n'était pas nécessaire car la commune est moins de 2000 habitants. Alors c'est un peu surprenant parce que quand on lit les choses, c'est bien 15 euros par mois et par agent en mutuelle santé minimum. Donc je ne sais pas s'il y a eu une mécompréhension, une incompréhension, mais il faut que tout le monde donne au moins 15 euros par mois et par agent à partir. Donc là, 10 euros. Oui, ça, il n'y a pas de doute. Sur les 15 euros, les 15 euros, ça c'est pour tout le monde depuis le 1er janvier. Par contre, effectivement, sur la délibération, alors on ne fait pas de différence entre la taille des communes. Nous, le discours qu'on a depuis le début pour la délibération, c'est mieux si vous pouvez prendre une délibération, parce que ça change quand même le montant de la participation employeur et ça influe quand même sur les budgets. Donc, on conseille d'en prendre une. Par contre, ça reste un texte de loi qu'on applique à la lettre. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une obligation de prendre une délibération ? Pas sûr. En tout cas, une obligation d'appliquer les 15 euros, ça c'est sûr. Oui, donc Madame Bombard, elle demande, la question est de savoir s'il fallait délibérer pour l'augmentation de la participation employeur. De toute façon, oui, l'idéal, c'est de délibérer pour mettre, si vous étiez à 10, pour vous remettre à 15. Parce qu'il y a quand même un engagement financier, ce que tu disais à l'instant aussi. Voilà. Mais c'est un texte de loi, donc la délibération, elle est un peu obligatoire. C'est-à-dire, si une loi dit c'est 15 euros, et si vous êtes à 10, il faut forcément délibérer, vous êtes obligé de délibérer pour vous mettre en conformité avec la loi, quoi. Hein, c'est ça, ouais. Donc là, sur le nombre d'habitants. Oui, mais c'est pas une histoire de population de la commune. Une commune de 100 habitants, pour le coup, dans ces domaines-là, elle a exactement les mêmes obligations que une agglo de 200 000 habitants. C'est ça. C'est très uniforme. Il n'y a pas de dérogation pour les communes rurales. C'est tout le monde au même montant et au même calendrier d'ailleurs. Oui.
Ok. Donc j'arrivais au bout de la présentation, ça c'était juste un schéma récapitulatif. Du coup, comme le support vous sera transmis, c'est un petit récap que vous pouvez garder sous le coude pour le descriptif de la loi. Et j'avais terminé. Voilà, alors il n'y a pas d'autres questions, hein. On ressasse toujours un petit peu les mêmes choses, mais vraiment, ce qui est alertant pour nous, c'est vraiment, là, c'est vraiment un peu technique, c'est vraiment la reprise du passif. Ça occupe les journées actuellement des assistants à maîtrise d'œuvre sur ces contrats collectifs. C'est vraiment de la technique mutualiste, hein, Océane, c'est ça. Ouais. Et en gros, voilà, pour bien comprendre de ce dont on parle, juste comprendre ce dont on parle, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont en arrêt quand le contrat collectif au 1er janvier 27 va débuter. Est-ce qu'on va être obligé de reprendre en fait des indemnisations de gens qui n'ont jamais eu de couverture ou une couverture sur des contrats individuels? Ça, c'est toute la question, et on est en train d'œuvrer pour faire en sorte que le jeu concurrentiel entre les mutuelles joue au maximum. Voilà, on a plutôt, nous, on peut le dire, hein, Océane, des gens qui depuis 10 ans reçoivent des informations, alors des collectivités, des agents qui reçoivent des informations qui incitent à adhérer à des protections. Très honnêtement, on n'a pas envie de reprendre, pour ceux qui sont déjà dans des démarches collectives, on n'a pas envie de reprendre le passé de gens qui avaient une information et qui n'ont pas voulu adhérer, quoi. Globalement, on est plutôt côté fourmi que côté cigale, hein. On veut dire ça comme ça, dans l'idée. Ça fait 10 ans qu'on serine les collectivités et les agents pour dire prenez des précautions, couvrez-vous. En cas d'arrêt maladie, ça peut aller très vite, même pour des jeunes, hein, d'ailleurs. Donc là, il s'agit d'éviter que les gens qui ont été prévoyants alourdissent leurs cotisations parce que des gens qui n'ont pas voulu se couvrir ne l'ont pas fait, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas, et encore une fois, Océane, on peut dire ça, ticket aura ou contactez le CDG, le service, si vous avez un doute, parce qu'effectivement, c'est des notions qui sont un peu complexes. Donc n'hésitez pas, voilà, voilà. Ticket aura ou 03 54 04 62 67, impeccable. C'est tout bon, merci Océane. Il nous reste 5-10 minutes pour les séances d'actualité. Si tu peux rester aussi, Océane, si jamais il y avait d'autres questions pour répondre dans le chat. On avait Charline Alves, donc sur la petite actualité sur les fréquences de visite médicale, puis peut-être d'autres infos. On parlera peut-être d'aura médecine. Vas-y, Charline, si tu veux prendre la parole et partager ton document, la voie est libre. Ok. Alors, vous voyez mon diapo? Alors, ouais, c'est tout bon, ouais. Ouais. On le voit bien. Donc, oui, effectivement, donc bonjour à tous. Une petite nouveauté, notamment sur la périodicité du suivi médico-professionnel pour vos agents, et notamment les agents qui sont suivis auprès de notre service de médecine professionnelle et préventive. Donc, juste le petit rappel, jusqu'au 7 décembre 2025, les agents devaient bénéficier d'un suivi médico-professionnel qu'on appelait les visites d'information et de prévention, ce qu'on appelait auparavant entretien infirmier de santé au travail ou visite périodique. Donc ça, c'était une visite qui était obligatoire tous les 2 ans. Le décret 2025-1193 donc, est paru le 8 décembre 2025 et qui modifie donc la périodicité de ces visites médicales. Et donc, on passe, comme les autres fonctions publiques et le privé, à une visite obligatoire tous les 5 ans. Alors, attention, il y a quand même une différenciation qui est faite par rapport à des agents qui nécessiteraient une surveillance médicale dite renforcée. Et donc là, on a toute la liste sous les yeux, donc notamment les agents qui bénéficient d'une RQTH, les femmes enceintes, les agents qui seraient intégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, les agents qui sont infectés à un poste les exposant à un risque particulier pour leur santé ou leur sécurité, les agents qui souffrent de pathologies particulières. Donc là, par exemple, pour ce cas-là bien précis, c'est le médecin qui va déterminer la périodicité. Les agents dont le poste de travail ou les conditions d'exercice des fonctions ont été aménagées sur proposition du médecin du travail par rapport à l'âge, la résistance physique ou l'état de santé, et pour les agents qui bénéficient d'une période de préparation au reclassement, donc la PPR. Donc si on reprend, je vous ai fait un petit tableau rapide pour reprendre. Donc dans le cas général,
La visite d'information et de prévention, elle est au minimum tous les 5 ans. Et cette visite, elle peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier. Ce qu'on effectue aujourd'hui au niveau du centre de gestion, c'est équivalent en fait à la visite tous les 2 ans auprès de notre infirmière de santé au travail. Pour les agents qui nécessitent une surveillance médicale renforcée, donc cette VIP, visite d'information et de prévention, elle est obligatoire au moins tous les 4 ans. Elle est réalisée par le médecin du travail et dans cet intervalle de 4 ans, il faut qu'il y ait une visite intermédiaire qui peut être faite donc par l'infirmier. Et donc, cette visite intermédiaire, elle doit être faite au plus tard 2 ans après la visite initiale. Donc, admettons, un agent qui est RQTH va être vu en première intention par le médecin. Ensuite, 2 ans après au plus tard, il sera revu par un médecin, un collaborateur ou un infirmier, et 2 ans plus tard, de nouveau par le médecin. Pour les autres agents, donc le cas général, ça sera une visite tous les 5 ans. De toute façon, on enverra de la documentation là prochainement. Je termine la rédaction de cette note d'information qui sera envoyée à toutes les collectivités. Et après, vous n'hésitez pas à nous contacter ou à me contacter au niveau du service de médecine si vous avez des questions particulières relatives à des situations spécifiques pour des agents. On y répondra sans problème. Alors, on avait juste une question, faut-il toujours une visite médicale pour l'intégration dans la fonction publique? Je pense que c'est la question de la visite d'embauche auprès d'un médecin agréé. Oui. Si je tente une formulation, il y a bien 2 choses différentes. Là, on parlait vraiment des visites auprès du médecin de prévention, médecin du travail. Là, la question de Pascal, c'est plutôt la visite d'embauche auprès d'un médecin agréé, en fait, pour une éventuelle détection d'une impossibilité d'exercer dans la fonction publique. Donc là, je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots, Charline, c'est vraiment auprès du SMAC, du service de médecine agréée de contrôle du CDG. C'est C'est ça. prévu et financé par la cotisation au SMAC. Et il faut absolument que les agents qui souhaitent intégrer la fonction publique passent par notre médecin. Donc il y a un petit ticket aura, un contact avec le service médecine agréée de contrôle. Et on va voir et on va pouvoir déceler, enfin en tout cas faire se prononcer le médecin de médecine agréée de contrôle sur sa capacité à exercer dans la fonction publique, hein, c'est ça? Capacité à exercer dans la fonction publique, mais c'est vrai que ça va au-delà de ça, parce qu'on peut déjà détecter certaines pathologies qui potentiellement, après, pourraient peut-être faire l'objet d'une demande de reconnaissance d'imputabilité pour une maladie pro. Mais si ça a été détecté en amont par le médecin agréé, c'est vrai que du coup, il y a cette information qui figure dans le dossier médical de l'agent et qui permettrait, quelques années plus tard, d'éviter une imputabilité au service. Réglementairement, la visite d'embauche auprès du médecin agréé, elle est plus obligatoire, sauf pour certains postes. Après, nous, en tant que CDG, notre positionnement, c'est que on conseille les collectivités sur le fait de réaliser cette visite médicale auprès du médecin agréé, puis ensuite auprès du médecin de prévention, parce qu'ils ont effectivement, comme vous le disiez Frédéric, 2 visions totalement différentes. Un sur une vision plutôt générale et faire vraiment un constat de l'état de santé à l'entrée dans la fonction publique, et le médecin du travail, lui, qui va viser vraiment une aptitude au poste de travail. Et deuxième question de Marilyn, pour les historiques de visites médicales n'apparaissent pas dans Agir. Est-ce que c'est normal? Alors, les visites, elles apparaissaient dans Agir, dans la partie prévention, visite médicale. Il y avait une possibilité de voir les visites médicales, en tout cas les dates de dernière visite. C'est vrai que depuis le mois d'octobre, on utilise un nouveau logiciel de médecine. À ce jour, au niveau des collectivités, vous n'avez pas de visibilité sur ce logiciel. C'est une prochaine version qui, du coup, va arriver. Vous complétez, hein, Frédéric, si j'oublie C'est ça, des c'est informations. incessamment sous peu, c'est le mois prochain. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc du coup, on a notre propre logiciel de médecine maintenant, Medine CDG 88, où du coup, il y aura vraiment une plateforme pour les employeurs qui sera ouverte et où vous aurez la visibilité des avis, des dernières dates de visite et des agents qui devront être vus, soit pour une périodique ou soit parce qu'il y a une demande du médecin de revoir votre agent dans 6 mois, et vous aurez également de votre côté une petite alerte. Donc c'est sûr que sur les dernières visites, en tout cas sur les visites depuis le mois d'octobre 2025,
il n'y a pas de mise à jour sur les dates Ouais. de prochaine visite parce qu'il n'y a plus l'utilisation de Agir en fait pour l'organisation des visites médicales. Ouais. On a perdu en fonctionnalité temporairement le temps de switcher, hein, de passer de Agir Médecine à Médecine CDG 88. Donc, mais ça va revenir et ça va revenir fort puisque vous aurez bien sûr toutes les infos. Vous aurez des fonctionnalités qui vont arriver aussi sur tout ce qui est réservation de créneaux, en particulier pour les grandes Mmh. collectivités. Les réceptions Donc, de convocation aussi qui ouais, sont prévues, voilà, on essaye de exactement. déployer Ouais. la réception de convocation directement sur les boîtes mail des collectivités, mais également des agents. Voilà, Ouais. donc dès que de toute façon il y aura la nouvelle version et les nouvelles évolutions, vous Je serez pense qu'on fera informés. peut-être une visio spéciale, peut-être, en tout cas, à Oui, je minima, une pense. visio 1 heure pour tout savoir, mais peut-être une visio Mmh. spéciale, puisque en fait, c'est juste reculer pour mieux sauter. On a passé, on a un logiciel qui périclite techniquement, Agir Médecine, et donc, bah, pour le coup, on a développé. Et d'ailleurs, on met à disposition ce logiciel pour tout savoir là-dessus. On met à disposition ce logiciel d'autres CDG. Les coûts étant vraiment faramineux sur les logiciels de médecine du privé, on a développé ça en interne. On l'a déployé dans le CDG 39, le CDG du Jura, qui a tout nouvellement un service de médecine, et on va le déployer sur des CDG comme le Doubs, la Haute-Marne, la Haute-Saône, la Marne, l'Aisne. J'en oublie peut-être d'autres, Charline, je ne sais plus, mais en tout cas, on a au moins 7 CDG pour Oui, l'instant il y et en on a 7 devrait, au total. voilà. L'idée, c'est pas forcément de couvrir tous les CDG de France et de Navarre, mais plus on le déploie et plus l'outil va être vivant. Et puis les fonctionnalités vont être beaucoup plus importantes et vous allez passer par Aura. Mais on y reviendra. Hein. Mais vous allez passer par Aura en fait pour tout le suivi médical des agents. Donc voilà, c'est plutôt voilà, vous reculez pour mieux sauter. Voilà. C'est tout bon, Charline? Il y avait une autre question. Bonjour, c'est pour cela que les formations ne sont pas reportées sur les entretiens pro. Alors, non. Alors, c'est une bonne question. Là, on quitte le domaine médical, mais vraiment, pour l'instant, vous continuez à saisir les formations que vos agents passent sur Agir, dans la partie évaluation. Et normalement, elles doivent remonter dans les entretiens pro. Donc, si ce n'est pas le cas, il y a peut-être un petit bug, faudra contacter le service. Mais effectivement, c'est un sujet vraiment différent au niveau médecine et entretien pro, formation. Ouais. Charline, ouais, c'était bon pour la partie médecine? Pour moi, c'est tout bon. Après, s'il y Ouais. a des questions, je reste disponible Oui, et voilà, ouais, reste voilà. connecté. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, on a déjà dépassé, on est à 1h07. Donc, je vais essayer d'aller vite. Rapidement, on a une mise à jour, une augmentation des cotisations au CDG, donc les formulaires de déclaration de cotisation pour janvier et puis pour les mois qui viennent ont été mis à jour. Donc, normalement, ça, c'est OK. Donc, il y a une augmentation de la médecine et il y a une augmentation des cotisations additionnelles. Entre autres, pour les actions de gestion prévisionnelle, la modernisation des systèmes d'info. Donc là aussi, il y a une facturation, enfin, il y a des cotisations qui augmentent pour financer ça. Donc là aussi, vous avez reçu des mails, vous allez encore en recevoir et en tout cas pour vos bordereaux et vos déclarations de cotisation, les nouveaux taux seront bien incrémentés dans Agir. Donc voilà. Vous avez aussi, alors cette fois aussi, on retourne dans Aura, des déclarations de base de l'assurance pour le contrat d'assurance statutaire que le CDG organise. Donc là aussi, il y a plus à aller, vous ne pouvez plus aller dans Agir pour déclarer vos bases de l'assurance, il faut aller sur Agir. Donc là, normalement, ça se passe très bien, la campagne est assez fluide, mais toutes les collectivités n'ont pas encore saisi leur base de l'assurance. On vous demande concrètement dans Aura de donner vos masses salariales pour 2025, donc l'année est terminée. Donc vous pouvez les déclarer sur Aura et vous aurez, ça vous permettra d'avoir une facturation au plus près, à la fois pour le CDG, mais aussi pour l'assureur. C'est l'assureur CNP, entre autres, pour déclarer les bases de l'assurance. Donc ça, c'est vraiment important. Faites-le le plus vite possible. On l'a dit sur la médecine, Aura, ça sera bientôt disponible. On vient de l'aborder. RGPD, vous avez toujours potentiellement des conventions avec le CDG 54, donc n'hésitez pas à les renouveler. Déclarez vos cotisations 2025, comme l'année est terminée aussi. Au niveau gestion prévisionnelle, que vous le sachiez, on va adresser aux communautés de communes quelques données démographiques qui concernent les collectivités membres de la communauté de communes, ne serait-ce que pour aborder cet aspect démographique et gestion prévisionnelle. On a un peu parlé de ça tout à l'heure avec Guillaume sur la formation d'agents techniques. Donc sachez qu'on va envoyer des infos dans les communautés de communes et bien sûr au niveau des communes, puisque c'est les principales concernées.
Donc là aussi, vous allez avoir pas mal d'infos et des actions concrètes qu'on va développer pour amortir le choc démographique. On l'a vu sur secrétaire de mairie, mais aussi sur agent technique, pourquoi pas sur ATSEM, agent d'animation scolaire et périscolaire. Donc voilà, c'est des actions qui vont arriver en 2026. Et voilà un petit peu rapidement. Et sur les prépas concours, on a aussi, alors on n'avait pas le CNFPT aujourd'hui, mais les prépas concours sont ouvertes en inscription pour vos agents jusqu'au, je crois, début mars. Donc pensez à faire un tour sur l'IEL et à communiquer auprès de vos agents pour leur préparation concours. Voilà. Et il me reste à vous communiquer une petite info. Donc, les inscriptions pour la prochaine visio 1 heure pour tout savoir vont bientôt partir parce qu'on est en train de finaliser l'ordre du jour. Il y aura une petite nouveauté puisqu'on aura les URSAF Lorraine qui devraient intervenir en février. Donc pour une séquence qui est un petit peu, enfin, complètement différente du domaine RH. Mais là aussi, c'est des intervenants extérieurs au CDG qui vont intervenir en visio 1 heure pour tout savoir. Donc vous en saurez plus très très rapidement ces prochains jours quand on publiera l'ordre du jour et puis aussi le lien d'inscription pour la visio de février. Elisabeth devrait vous mettre sur le chat le lien de l'évaluation et voir si vous avez d'autres sujets à aborder. Voilà, super. Merci Elisabeth, Claire. Donc voilà, vous pouvez nous donner votre avis, nous donner les points et les sujets que vous aimeriez aborder dans les visio honneurs pour tout savoir. On en a vraiment besoin. Et donc voilà, n'hésitez pas à cliquer tout de suite avant de raccrocher sur le lien que Elisabeth vient de publier sur le chat. Et nous, on se retrouve, Elisabeth, je crois, le 13 février, si je ne dis pas de bêtises. C'est, si je dis peut-être une bêtise sur la date, mais ce sera début février, avant les vacances donc d'hiver. Et ce sera le 10 février, pardon. 1 heure pour tout savoir le 10 février. On est le 13 janvier, mais c'est le 10 février pour la prochaine visio. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On a un petit peu dépassé. Il y avait pas mal de sujets, de petites actualités. N'hésitez pas à utiliser Aura, à nous contacter par téléphone ou par ticket Aura, par internet, par mail. Et on se retrouve donc le 10 février prochain. Merci beaucoup pour votre participation. À très bientôt.